Alors, il est le patron, le fondateur de Putsch Média et c'est un fin observateur de la politique et des actualités françaises. Je parle bien sûr de notre collaborateur que vous entendez souvent dans cette émission, Nicolas Vidal. Bonjour. Bonjour Nick, bonjour. Alors, quand on vous parle et quand on observe ce qui se passe en France depuis particulièrement le début de cette pandémie, ça nous donne parfois un aperçu de ce qui s'en vient ici. Alors là, ça nous donne un peu froid dans le dos parce que ça va pas tellement bien chez vous, non? Bon, les auditeurs me diront que les Français trouvent toujours que ça va pas bien chez eux, mais en tout cas, sur la pandémie, là, il y a pas photo, comme vous dites. Les chiffres sont très mauvais, beaucoup de cas, et par ailleurs, vous avez toute une frange là, de la société qui est complètement exténuée par les mesures de confinement. Oui, tout à fait, vous avez raison, Nick. C'est aujourd'hui... Alors, on va revenir rapidement sur le discours de Jean Castex. Vous savez, Jean Castex, c'est le Premier ministre qui continue à nous parler, qui vient derrière son pupitre, devant le drapeau français, le drapeau européen, et qui est venu nous dire jeudi soir dernier qu'on allait continuer le confinement, qu'il y avait un léger frémissement d'amélioration de la courbe, mais que tout ça ne valait pas et qu'il fallait continuer à mettre en place, vous savez, Nick, les distanciations sociales entre nous. Donc, il a dit qu'il fallait il fallait ne pas lâcher la bride aux Français. Donc je sais pas, je pense que Jean Castex nous prend pour des chevaux, peut-être, parce qu'il a dit qu'il fallait encore tenir la bride. Ça dépend de savoir qui a au bout de la bride. Enfin, à première vue, c'est les Français, puisque c'est le Premier ministre de la France, et que son seul indicateur à Jean Castex c'était les données de la santé et la sécurité sanitaire des Français. Vous conviendra avec moi qu'un Premier ministre doit avoir une vision plus globale, plus pertinente de la situation, et Jean Castex, pour l'instant, s'accroche aux chiffres des cas, des décès, et effectivement, des gens qui passent, vous savez, un service de réanimation en France. Voilà un peu le discours de Jean Castex qui a fait bondir de rage les commerçants, les restaurateurs, les indépendants qui sont en train, je vous le dis tout de go, qui sont en train de mourir en France par dizaines de milliers aujourd'hui. En tout cas, économiquement parlant, mais je sais que certains sont dans un mauvais état psychologique aussi, pour dire le moins. Mais dites-moi, Nicolas Vidal, est-ce que on a résolu le nœud gordien chez vous entre la critique des mesures prises par le gouvernement et la nécessité de combattre cette pandémie d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a des espaces là où il est évident que le gouvernement aurait pu agir autrement et mieux? Alors, si vous avez dit, Nick, c'est un nœud gordien. Moi, j'appelle ça de l'incohérence qui confine, notez le mot, qui confine à l'incompétence. C'est-à-dire que quand vous avez une politique absolument incohérente, quand vous mettez des gens confinés, quand vous entravez la liberté de produire, de travailler, d'exercer une profession, je parle bien entendu des indépendants, je parle bien entendu des petits commerçants, je parle des restaurateurs, et que vous laissez les grandes surfaces ouvrir, que vous laissez Amazon et les GAFA continuer à faire leur beurre finalement, à se goinfrer comme on dit en France très trivialement, vous comprendrez bien que les mesures sanitaires ne sont dans la mesure de l'acceptabilité, elles ne sont plus du tout pas reçues par les Français, par une grande majorité de Français, et je peux vous dire que Jean Castex se défend de dire l'ennemi n'est pas l'État mais le virus, l'ennemi n'est pas le gouvernement mais le virus. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de cette France, finalement, vous savez, Nick, je vous en parle depuis 2 ans maintenant, de la France périphérique, cette France des villages, des petites villes moyennes, des petits commerçants que nous avons ici, ce lien social extrêmement fort, est en train d'être complètement distendu, voire assassiné. C'est un assassinat économique en règle, et je voudrais vous faire part de la réflexion de Raymond Soubi, qui était un proche de l'ancien président de Nicolas Sarkozy, qui était sur une grande radio vendredi matin, dans une grande matinale, qui disait les restaurateurs, les commerçants, les indépendants, ça va être les gilets jaunes puissance 100. Donc vous voyez, effectivement, pour répondre à votre question, le gouvernement n'a pas de lisibilité sur ce qui se passe parce qu'on sent toute l'incohérence. Je finis là-dessus très vite. J'étais ce matin dans une grande surface et je peux vous assurer que c'était noir de monde partout, dans les caisses, dans les allées, les caddies s'entrechoquaient, il fallait essayer de jouer des coudes pour se faufiler. Comment voulez-vous comprendre qu'on ferme le petit commerce indépendant qui croule sous les charges et qu'on laisse ouvert les grandes surfaces à la périphérie des villes, des moyennes villes et des villages? Voilà, grosso modo, sur cet exemple-là, toute l'incohérence politique de ce gouvernement qui est en train de s'affronter très sincèrement à une fronde sociale de grande ampleur avec beaucoup de manifestations aujourd'hui de commerçants et de restaurateurs
secteurs dans les grandes villes, Nice, Marseille, Paris, plus précisément aussi à Belfort. Donc c'est en train de monter un peu, ça me fait penser, je vais vous le dire, un peu aux gilets jaunes du début de novembre 2018. Il y a une fronde qui se met en place, qui est en train de se structurer autour de revendications qui me semblent, moi, légitimes. Alors vous aviez, début novembre, jusqu'à 80 quelques mille cas, est-ce que c'est par jour? Je n'ose le... Et maintenant 35 000, donc ça redescend, 23 000 hier. Alors c'est ce dont parle le premier ministre Castex. Parlons en termes de légère amélioration, là. Parlons-en de la situation politique. Le premier ministre est en baisse de popularité nette. Emmanuel Macron, lui, se maintient dans les 38-40%, quelque chose comme ça. Il y a une présidentielle qui s'approche tranquillement, là. Nicolas Vidal, est-ce que on peut imaginer un changement politique en France? Ça va être, pour l'instant, c'est très compliqué. On a la déconnexion déjà de notre classe politique. Vous avez François Hollande, ancien président de la République, qui revient sur le devant de la scène, qui nous refait des selfies sur Instagram, qui commence à nous dire qu'il est en train de réfléchir à une formation politique pour 2022. Vous avez Manuel Valls, qui était ancien Premier ministre, qui est allé prendre une fessée à Barcelone. Comme maire, il voulait être maire de Barcelone, oui. Voilà, il a pris une fessée à Barcelone après avoir pris une grosse gifle en France, et le voilà de retour maintenant sur les plateaux télé où on lui donne finalement du grain à moudre pour nous expliquer qu'il connaissait la situation de la France et qu'il peut changer. Donc finalement, on a déjà les anciens qui reviennent, on a les présents qui sont toujours là. Jean Castex, oui, il est en perte de popularité, mais très sincèrement, Jean Castex est un technocrate qui applique une politique. Je l'appelle l'aide de camp, Jean Castex, je l'appelle l'aide de camp Castex, moi. Il a été choisi, Castex, comme dans casting, c'est un casting, comme disent les Chinois. Bien sûr, vous savez, c'était une espèce d'alchimie entre la technocratie absurde et puis le maire de terroir, le maire de Pyrénées-Orientales, quelqu'un qui a un accent en VDR et qui roule pour montrer que finalement le Premier ministre s'occupe très grandement des petites gens de la France périphérique, nous Français moyens, mais finalement cette alchimie ne sert pas puisqu'on voit bien... Mais a-t-il aussi été choisi pour un peu moins porter ombrage au président, ce qu'on reprochait peut-être à Édouard Philippe auparavant? Bien entendu, les mauvaises langues vous diront que finalement son peu de charisme, et c'est le moins que l'on puisse dire, ne porterait pas ombrage à Emmanuel Macron et ne lui ferait pas d'ombre pour une éventuelle... Il va se représenter, Emmanuel Macron, mais je peux vous assurer, Nick, que la situation sociale en France, je le dis souvent, mais elle est vraiment extrêmement explosive. Notez que depuis le début du confinement, depuis le début de la crise sanitaire, de la Covid-19, ce sont près de 800 000 emplois qui vont être détruits, qui sont déjà en passe d'être détruits, avec plus de presque 700 000 nouveaux chômeurs. Vous imaginez, ces chiffres sont absolument dantesques, qui sont effrayants. Donc il y a les chiffres de la Covid, bien entendu, vous en avez parlé, Nick Payne, mais il y a aussi les chiffres de l'emploi, les chiffres du chômage. Bridgestone en France, qui a donné une fin de non-recevoir à Agnès Pannier-Runacher, qui est notre secrétaire d'État à l'économie, qui a renvoyé dans les cordes et à ses chères études Bercy, qui avait proposé, Bridgestone à une grande entreprise rapidement dans le nord de la France, qui emploie 863 personnes. Ils veulent fermer pour délocaliser en Hongrie et en Pologne, et Bercy leur a proposé des plans de sauvetage, des plans de remaniement finalement, et la direction de Bridgestone leur a dit merci messieurs, il n'y a rien à voir. Ils ont fermé le rideau. Agnès Pannier-Runacher est sortie du bureau et a annoncé à la presse que c'était fini. Voilà un peu la situation de ce pays où l'État finalement n'a plus la main sur la propre économie, sur les grands groupes qui sont sur son sol. Terminons en 2 minutes, Nicolas Vidal, le tour d'horizon politique. Qu'advient-il du Rassemblement national? Est-ce que le fameux plafond de verre dont on parle parfois dans son cas, l'espèce de plafond qui est constitué de cette impression d'incompétence qu'on a, notamment à l'égard de Marine Le Pen, il faut bien le dire. Est-ce que ça change, ça? On a vu récemment, je crois, des proches collaborateurs quitter encore le Front national, Jean Messia. Oui, voilà, qui était une sorte de plus ou moins de vedette montante là, du Rassemblement national, non? Qui quitte en disant nous ne sommes pas sérieux. Ouais, je l'appellerais la tête pensante qui dépasse. Vous savez, quand ça dépasse, généralement, c'est comme les haies dans un jardin, on essaie de les couper pour éviter que ça dépasse trop. Eh ben, le Rassemblement national, c'est le doux rêve d'Emmanuel Macron et des grands médias mainstream français de proposer aux Français ou d'imposer aux Français un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je crois que la situation aussi dans nos quartiers dits sensibles, avec beaucoup de pugnacité, ces quartiers dits sensibles sont en train de s'enflammer. Beaucoup de quartiers, les soirs connaissent effectivement
effectivement beaucoup d'insécurité, beaucoup d'agressions de policiers. Vous avez aussi des attentats. Et il pourrait se former une coalition. On parle de Pierre de Villiers, le général qui revient avec un livre. On parle aussi des souverainistes, Philippot, Dupont-Aignan, toute une série de gens. Les cartes ne sont pas aussi bien distribuées. C'est le temps long jusqu'en mai 2022. Il pourrait se décider. Marine Le Pen pourrait être débordée finalement par un peu plus de compétences sur les questions de souveraineté, d'identité, de sécurité, d'immigration, par peut-être une coalition. Vous savez, Nick, ce fameux Tea Party qui était né aux États-Unis il y a quelques années. Peut-être qu'un petit parti français pourrait se monter autour d'un grand clan souverainiste et peut-être voler la vedette à Marine Le Pen. Mais ça, c'est encore trop tôt pour en parler parce que les choses sont en train de bouger, mais en profondeur. Et très sincèrement, je serai en mesure de vous en dire plus dans quelques semaines probablement. Mais les choses bougent, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on imagine Marion Maréchal, partie prenante de ce... Alors, si on veut faire une analyse d'une minute là-dessus, Marion Maréchal Le Pen, son grand défaut, ce qui me concerne, ce que je pense comme analyse politique, c'est qu'elle ne veut absolument pas sortir de l'Union européenne. Et vous connaissez ici, les Français ont de plus en plus compris, finalement, estiment que l'Union européenne dessert totalement la politique de souveraineté de notre pays, notamment sur les experts de santé, on l'a vu sur la crise du Covid. Et Marion Maréchal, elle, n'arrive toujours pas à faire le pas de se sortir. Pour ça, vous parlez de ce gros mot en France, le Frexit, le gros mot pour les élites néolibérales, le Frexit. Et Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui, l'Union européenne, elle continue à la considérer. Donc je pense que ça, c'est son base faible, en fait, finalement. C'est sa grosse faiblesse, Marion Maréchal. Mais peut-être une nouvelle fois que les choses pourraient changer de ce côté-là. Je vous dis, c'est très mouvant ici en France, mais à mon avis, Marine Le Pen va avoir beaucoup de mal à ne pas se faire déborder de tous les côtés, par en dessus et par en dessous. Nicolas Vidal de Putsch Média, en direct de Paris. Remettez votre masque, protégez-vous, ne retournez plus dans les grandes surfaces, surtout. Merci beaucoup, Nick. À une prochaine, chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Société. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute. On apprécie vous savoir juste de l'autre côté du fil. À la prochaine.